Et de retour pour un podcast, le podcast Avanti-Niça. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait plaisir de retrouver aussi mes potes. Sky, salut Sky. Salut tout le monde, salut Brice. Il y a Cédric aussi, salut Cédric. Salut Brice, salut Sky. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, ça va, écoute. Ouais, toujours confiné, hein, toujours confiné, mais on s'approche de la fin. Alors, ouais, espérons. On s'approche de la fin, on s'approche, je l'espère en tout cas de la fin, et on s'approche de la fin aussi du championnat du Nicaragua les gars. Eh oui, c'est notre fil rouge. Cette transition, même pas préparée et tout. C'est ça, c'est beau. Ouais, mais à un moment donné, j'ai envie de te dire, c'est le talent aussi. Et ouais, c'est ça. donc le Nicaragua, Walter Ferretti qui a mis un carton à la Municipal Jalapa, 5-1 à domicile. Ils sont qualifiés pour la demi-finale de Clausura. Ils sont qualifiés donc pour dimanche 26 avril. Il n'y a pas encore l'heure exacte pour vraiment les fanatiques comme moi qui vont aller regarder le match. Mais Walter Ferretti jouera contre Managua qui est évidemment le Malaga de Wish. Voilà. Faut qu'on prévoit. Si jamais ils gagnent le titre, on prévoit un truc ou ouais, franchement, on prévoit un truc. On leur fait un tifo, on leur fait une photo ou quoi. On les envoie, je pense. Alors, sur Twitter ou quoi, on les tag. Tu sais que ouais, c'est capable... ça, on fait une session de Niça Walter Ferretti, tu sais. Et puis, tout ça. Et mec, moi je suis capable de faire un podcast que sur la saison de Walter Ferretti. Hein. D'accord, bah, écoute. Franchement, après on peut, hein, mais franchement, ça va être n'importe quoi, mais on peut. Mais c'est pas grave. Il y a des mecs qui font aussi n'importe quoi dans d'autres trucs. Hein, et... ouais, c'est ça. Tant qu'à faire, voilà. Et on le diffuse sur TikTok, vu que c'est là où il y a leur site officiel. Et puis... Carrément. Putain, ouais. Ok, je note ça quelque part, parce qu'il y a un très très gros brainstorming qui se fait ici. Bon les gars, maintenant on passe du côté de Nice, l'OGC Nice. Toute cette semaine, on vous a proposé de faire une tier list avec un sondage sur notre compte Twitter, Avanti-Niça. Et puis voilà, les votes sont faits. La tier list est donnée et désormais, on va pouvoir parler de qui reste à quai, quelle est la locomotive, quelle est la première classe ou la deuxième classe. Et on démarre tout de suite avec les gardiens de but. Et les gardiens de but, on va démarrer par évidemment le numéro 1, Walter Benitez. Vous avez voté pour que ça soit la locomotive. Ça va être peut-être un peu compliqué parce il doit signer normalement un contrat, on l'espère en tout cas. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ce gardien Walter Benitez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Cédric et Sky? Bah forcément, je pense que sportivement, tout le monde dira qu'on veut qu'il reste. Hein, forcément, hein, il a été, ça fait 2 saisons qu'il est énorme. Après voilà, comme t'as dit, il doit prolonger. Enfin, on est censé espérer le faire prolonger. Après, on sait qu'il y a Raiola dans l'équation, voilà, dans l'équation, et c'est plus compliqué. Après voilà, comme on l'avait déjà dit dans les émissions, avec tout ce qui se passe maintenant, est-ce qu'il a moyen d'avoir un top club, Benitez? Est-ce qu'il il serait pas mieux de rester? Je sais pas. Je pense que de toute façon, le débat il va sportif, hein, en ce qui concerne Walter Benitez. La preuve, il y a 90% des gens qui ont voté locomotive, les autres ils ont voté première classe. Donc en fait, t'as 98% des gens qui ont envie de le garder. Donc ça c'est clair, hein, mais entre la situation contractuelle dont tu as parlé Brice, l'agent dont tu as parlé Cédric, en fait voilà, la balle est dans son camp et on sait que traditionnellement plus le temps passe, moins tu as de chances que ton joueur prolonge en fait, parce que il va y avoir de plus en plus de sollicitations. T'as juste cette espèce de période bizarre et le futur mercato dont on connaît pas encore les contours qui pourraient le pousser à rester un peu plus longtemps. Et le Brexit. Mais on sait que Nice, voilà, le Brexit. Pour l'Angleterre aussi, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais voilà, est-ce que Raiola, qui a quand même beaucoup de contacts en Italie, va pas l'amener là-bas? Tu vois, Nice s'est déjà renseigné sur des gardiens pour le remplacer. Les noms sont déjà sortis dans la presse, que ce soit avancé ou pas. Mais franchement, tout porte à croire qu'il va partir. Après, on peut qu'espérer le contraire pour sportivement, mais plus le temps passe, moins il y a de raison d'y croire. Et s'il s'en va, la doublure pourrait rester par exemple Yanis Clémencia, qui pour une bonne partie des followers de Twitter sur le compte Avanti-Niça, ils ont voté seconde classe à 57% et 39% pour qu'il reste à quai. Clémencia, c'est compliqué aussi. Hein. Clémencia, on l'a pas beaucoup vu. Le peu qu'on l'a vu, il était au Mans, je crois, dans ce fameux match exceptionnel. C'est lui qui est dans les cas, je crois. Donc du peu qu'on a vu, c'est pas fameux. Il a jamais été fautif.
pas pour spécialement pour le défendre, mais j'ai pas souvenir d'un match parce que bon, au Mans, c'est une faillite qui est collective, de toute façon. Ouais, bien sûr. Voilà, les quelques matchs de championnat qu'il a fait en doublure, il a jamais montré des dispositions exceptionnelles, mais à la fois, il a jamais montré une faillite personnelle particulière. Il a jamais fait d'énormes cagades, c'est ça, c'est sûr. Il a jamais fait du peu qu'on l'a vu, en tout cas, il a jamais fait d'énormes cagades. Ouais, mais il dégage quand même pas, il dégage plutôt de l'assurance, moi je trouve, pas des qualités phénoménales, mais est-ce qu'il pourrait faire un bon numéro 2? Je sais pas. Après, c'est un jeune gardien. On sait que c'est un poste dans lequel tu arrives à maturité plus tard que quand tu joues aux avant-postes. Et on va le voir avec Brice juste après pour ce qui est de Johan Cardinal. Mais si t'as Benitez qui part, si t'as Cardinal qui part, est-ce que t'as le luxe de dire Clemencia part? Ça veut dire qu'en fait, tu dois recruter 3 gardiens. C'est ça, en fait. 2 gardiens, si en interne, t'en as un qui peut occuper le poste de numéro 3, tu vois, si tu fais monter un gardien des U19 ou de la réserve. Est-ce qu'il y en a qui sont prometteurs, d'ailleurs, en équipe B ou en équipe U19? Il n'y a pas de... Il y a un jeune gardien des U19 ou de la CFA, là, qui est pas trop mauvais, j'ai plus son nom en tête. Voilà, mais avec pas mal d'attentes, je crois. Voilà, mais le problème, c'est que c'est encore trop jeune pour arriver dans le groupe pro. Et à Nice, on a été trop bien habitués pour les postes de gardien. T'enchaînes Lloris, Ospina, t'as eu Letizy qui a fait l'intérim, tu as 2-3 années de galère, mais derrière tu récupères Benitez. Donc c'est un poste sur lequel tu as des grosses attentes. Donc éventuellement, un jeune du centre peut venir se mettre 3e gardien pour. Après c'est peut-être Clemencia qui va repasser numéro 3 si on recrute un numéro 2 aussi. Possible. Voilà. Est-ce que lui, c'est son ambition, tu vois? Est-ce que lui, légitimement, demain, tu lui dis numéro 3, il va se dire, laissez-moi partir en Ligue 2, j'ai peut-être des opportunités. Et pour sa carrière, ça sera. Donc, moi, ce qui me gêne sur les dossiers gardiens, c'est autant sportivement, je pense que tout le monde sera d'accord en parlant des 3 gardiens. Au niveau de gestion club, gestion de l'effectif, t'as potentiellement tes 3 gardiens qui sont partants. C'est ça. Recruter 3 gardiens, on l'a vu par le passé qu'on s'est cassé les dents quand il fallait faire de la gestion on sait que les gardiens c'est un peu de la chaise musicale, comme on disait, il faut qu'il y en ait un qui part quelque part pour que ça débloque, puis tu vois, si tu dois en recruter 3 au même mercato, déjà. Donc bien sûr, tu ne pas 3 titulaires, mais quand même tu arrives à convaincre 3 mecs de venir, y compris convaincre des mecs qui vont venir pour pas jouer, quoi. Sachant qu'en plus de ça, c'est un poste quand même clé. On a tendance à toujours parler des attaquants, etc. Mais gardien, c'est le genre de poste qui peut te sauver, qui peut te rapporter en tout cas au moins entre 6 et 10 points par saison, facile. Repartir avec carrément une équipe entière de gardiens, tu vois, si on remplace 2 et tout, c'est assez dangereux pour le projet niçois, je trouve. En tout cas, c'est mon point de vue. On en parlait une fois en off, non, dans la première saison de Sunderland sur Netflix, où ils te font venir 2 gardiens, du coup, et que c'est une catastrophe, les 2 brocasses, et que ça leur plombe complètement le début de saison. Pas qu'on va forcément recruter des brocasses, mais je pense que tu fais une erreur de casting et que le deuxième, il n'est pas venu pour jouer titulaire, en fait, tu te savonnes la planche très vite. Totalement. Je pense que comme on l'a dit, sportivement, il y a pas débat, et c'est pour ça aussi qu'ils doivent réfléchir fortement à tout faire pour prolonger Benitez, parce que voilà, on l'a bien évoqué là, si tu te retrouves à perdre 2 voire 3 gardiens en même temps, je pense que c'est pour ça qu'ils ont tout intérêt à prolonger Benitez quand même. Et un retour au sommet de Cardinal, parce que vous avez voté Ake à 76%, c'est pas impossible? Non, je déconne quand même. Ouais, impossible. non, mais pour le coup, vraiment impossible. Après, c'est un mec, déjà, c'est un bon mec dans le vestiaire, très utile. J'irais pas jusqu'à dire que c'est le Vercoutre de l'OGC Nice, mais il était sur le terrain dans les meilleures saisons de l'OGC Nice ces dernières années aussi, quand même. Donc, je pense que c'est un gardien qui a été, qui a bénéficié, on va dire, d'une équipe qui a été, d'une dynamique collective pour faire des bonnes performances. Il est resté au club malgré l'absence de temps de jeu. Ça va être vachement dur pour lui, je trouve, de rebondir ailleurs, parce que j'ai du mal à voir un club de Ligue 1 et peut-être de Ligue 2 décider de miser sur Cardinal. Donc moi, je le trouve vraiment dans une plus grave que je trouve qu'il a vraiment dans une impasse pour sa carrière. Il a une centaine de matchs, je crois, avec Nice à peu près. Oui, quand même. Il a quelques matchs. Il doit avoir une cinquantaine de matches, je pense. Je vais regarder, mais
je crois que voilà. Après, il a un profil un peu, il a un profil un peu entre guillemets bâtard, un peu cardinal. Un peu à l'ancienne, pas très grand, même s'il est pas petit, mais tu vois, c'est plus la mode des gardiens d'un mètre 80 non plus. Déjà, sa prolongation, c'était quoi? C'était l'année dernière, il y a 2 ans. L'année dernière qu'il a prolongé. Il devait être en fin de contrat. C'était l'année dernière, je crois. C'est ça. Ouais, l'année dernière, déjà, sa prolongation, tout le monde s'attendait à ce qu'il parte libre. Ouais, mais et derrière, il y a une prolongation qui tombe un peu du ciel, parce que comme t'as dit, c'est un bon mec dans le vestiaire et je pense que ça a joué. Non, mais c'était il y a 1 an et demi, c'est pas quand Hassen se blesse à la Coupe du Monde que du coup on se retrouve en catastrophe à devoir garder un gardien de plus. Je sais pas. C'était à l'été 2018, moi il me semble, c'est quand Hassen il se blesse avec la Tunisie à la Coupe du Monde et que du coup on a un gardien de moins. Je crois que c'était ça de mémoire. Ouais, et pour être tout à fait exact, c'est 91 matchs avec l'OGC Nice. Ouais, donc là, toute compétition confondue. Ouais, il y a quand même une expérience. Je pense que peut-être pas des clubs de Ligue 1 ou alors des clubs de Ligue 1 mais qui essaient de jouer le maintien, etc. Je pense que tu as été un peu dur en disant qu'il ne trouvera pas forcément un bon club. Je pense que le problème, c'est que c'est 0 match cette année, 3 matchs l'année dernière, et comme on a dit tout à l'heure, le marché des gardiens, c'est un marché assez compliqué. Je veux dire, c'est quoi sa visibilité aujourd'hui pour un mec qui en fait n'a pas joué depuis 2 ans? Tu vois, et la saison d'avant, c'était 20 matchs parce que il a progressivement perdu. Ouais, en fait, la dernière fois qu'il a été titulaire à l'OGC, les 6 premiers mois, il y a 2 saisons. Il était titulaire régulièrement à l'OGC Nice, c'était à l'automne 2017. Donc le temps que ça se passe, le coronavirus, le mercato et tout, en fait, t'es quasiment un gardien qui n'a pas été titulaire depuis 3 ans. Je te dis quel club va miser. C'est pas une critique ni contre ses qualités ou sa supposée expérience. C'est vrai que c'est quand même 100 matchs à l'OGC. Ouais, il a été un peu oublié, quoi. Mais le mec est invisible depuis 2 ans. Donc après, on a déjà vu des exemples de joueurs qui repartent un peu de plus bas et puis qui se refont voir et tu vois. Donc on lui souhaite de faire ça si jamais. Mais ouais. On va continuer. T'as des exemples. Je finis juste. T'as Yoann Pelé qui est revenu de bien pire et tout. Donc t'as toujours des exemples. Mais enfin voilà, le mec est invisible depuis 2 ans. Donc je sais pas trop. Bon, en tout cas. Où il ira, on lui souhaite bon courage en tout cas. Youssef Attal, mon petit chouchou sur MPG. Ouais, je te jure. L'année dernière, il m'a sauvé des matchs. Locomotive. À nous aussi. Ah bah oui, à vous aussi, ouais, en même temps, ouais, forcément. Donc Youssef Attal, Locomotive pour 75% des votants, première classe pour 23% des votants, et il y en a quand même qui ont voté seconde classe, 1% des votants. Il faudra qu'ils se dénoncent. Après Attal, je pense qu'il y a une interrogation, c'est le fait qu'il est quand même un petit peu blessé. Il a un facteur blessure quand même qui est plus important que certains joueurs. Et voilà. Après, c'est un mec que, à mon avis, s'il y a une grosse offre qui arrive, ça va peut-être réfléchir sur ça, à mon avis, parce que ça fait 2 saisons qu'il est énorme, mais 2 saisons qu'il se blesse pour quelques mois. Donc je pense que ça doit rentrer en compte quand même s'il y a une très belle offre qui arrive pour lui, parce qu'on sait quand même qu'il est suivi, il est suivi par des top clubs parce que c'est diffusé. Ouais, donc voilà. Mais je pense que au club, ça doit quand même réfléchir sur ce côté-là, et c'est peut-être pour ça qu'on a anticipé aussi avec Wagué, parce que alors qu'on avait Burner et voilà. Donc je pense qu'ils doivent réfléchir aussi à s'il y a une grosse offre qui tombe. Bon, après c'était avant le confinement, avant le coronavirus, tout ça. Donc peut-être que ça a évolué, mais je dirais pas qu'il est complètement bloqué à Nice, Attal, de la part du club en tout cas. C'est une des rares grosses valeurs marchandes de l'effectif. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs aujourd'hui à l'OGC Nice que tu peux dire tu as des chances de vendre plus de 20 millions d'euros. Il n'a pas tant que ça tout de suite. Il a fait ses 2 ans à Nice, même si la deuxième saison a été complètement pourrie par sa blessure, mais on sait qu'il y a toujours cet accord moral de tu fais 2 ans à Nice et on voit après ailleurs. Il y a des gros clubs qui le surveillent, donc c'est pas forcément la priorité à chaque fois, mais il est dans la shortlist de plein de clubs. Du coup, c'est vrai que selon comment le mercato se passe, par le jeu de déplacement, on sait que le marché des latéraux aussi, t'as souvent des perspectives limitées au niveau européen sur les noms, c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent. C'est pas impossible que dans un club européen qui lâche 30 millions, et après, je suis d'accord avec toi, Cédric, est-ce que l'OGC Nice aujourd'hui a pas intérêt à accepter 30 millions pour Attal s'il risque de se répéter une 3e saison d'affilée?
est-ce que tout simplement on peut pas se dire c'est quand même 30 millions sur un joueur, on n'a pas fait des tas de ventes à ce montant-là, voire même aucune pour l'instant, d'Albert c'est un peu moins, et nous ça va nous donner un sacré coup de pouce pour construire le nouveau projet, et ça va rentrer dans les calculs du fair play financier pendant plusieurs années, ça va nous permettre de réinvestir et de reconstruire un effectif. Moi je dis que ça peut se considérer, mais à la fois c'est un des rares joueurs de ton effectif qui, pour moi, a le niveau de jouer la Coupe d'Europe et d'aller jouer une qualif en Ligue des Champions. Déjà que tu as énormément, on va le voir tout au long de ce podcast, de postes où il va falloir que tu recrutes un mec qui est au niveau. Si en plus tu dépouilles des rares postes où tu as déjà quelqu'un, je trouve que tu vas te mettre dans une difficulté sur le marché. Après, ça, c'est pas faux aussi. Après, est-ce que Nice a vraiment besoin de vendre ? C'est ça le problème, c'est qu'avec l'arrivée d'Ineos, t'as pas forcément besoin de vendre, t'as plus besoin peut-être de conserver tes meilleurs éléments pour pouvoir passer des paliers. Parce que si à chaque fois tu dois vendre des joueurs au bout de 2 ans, 3 ans, tu seras dans la même logique que tous les clubs français, parce que c'est un mal français, ça, c'est incroyable, je trouve, où tous les 2-3 ans, tu casses ton effectif pour refaire. Et en fait, tu n'évolues jamais, en fait. Tu arrives toujours au même niveau, et hop, tu repars. C'est pas une mauvaise volonté, je pense, des clubs français. C'est juste qu'on on a des droits télé qui sont pas ceux de la première ligue, même si ça va de mieux en mieux. Ça va le devenir. Là, avec Media Pro, je te dis t'as pas des revenus extérieurs, match day, vente de maillots, tout ça, qui sont équivalents à ceux d'autres clubs en Europe. Ouais, mais ça va venir. En France. Ça va venir. Mais en France, aujourd'hui, ta principale ressource, c'est la vente de tes jeunes talents. C'est la fameuse Ligue des talents. On est le 2e pays au monde à exporter le plus de joueurs derrière le Brésil et tout. La principale ressource financière des clubs français, c'est de vendre. Donc, autant je suis d'accord qu'il faut pas te lancer dans une politique uniquement de trading, un peu comme a fait, comme font tous les clubs français, comme tu dis, mais à la fois, tu as des clubs comme Lille ou comme Monaco qui arrivent à avoir des résultats en prenant des jeunes joueurs. Ils restent de 3 ans. Et derrière, ça part, Monaco, c'est le très bon exemple, même de ce côté-là. Ça part directement à Manchester City, Monaco, au PSG, ça se casse la gueule. C'est-à-dire que là, on voit les limites, au bout de 3-4 ans, on voit les limites vraiment de Monaco. Parce que Monaco, il y a eu d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes que des problèmes de gérance en interne où c'était le bordel, un entraîneur qui voulait s'aborder le club, un projet sportif. T'as Luis Campos qui est quand même à la base du projet qui s'en va, donc tu perds l'homme clé de ton projet, est-ce que ton projet doit rester identique, tu vois? Donc, je te dis pas que c'est à terme ce qu'il faut faire et uniquement, mais là, t'es l'OGC Nice, t'es pas encore européen, en attendant de savoir si on récupère un vieux ticket à 3 barrages pour l'Europa League. T'es au tout début de ton projet, t'as un budget qui est dans le top 8 de la Ligue 1, malgré le fait que t'es un actionnaire richissime. Je veux dire, pour les 2-3 années à venir, il va falloir que tu te développes petit à petit en attendant de devenir un club récurrent en Europe et d'avoir des revenus de la Ligue des Champions ou de passer des tours en Ligue Europa, une notoriété au classement plus élevé. Pour les 2-3 années à venir, tu vas encore devoir vendre tes meilleurs éléments. Et de toute façon, si tu as un club comme le PSG ou comme Tottenham, dont on parle pour Youssef Attal qui vient te taper à la porte, aujourd'hui, tu n'as que le PSG qui peut refuser de vendre un joueur à ce genre de club. Donc, tout Ratcliffe, Ineos qu'on a, si tu as un grand d'Europe qui vient taper à la porte pour un joueur, déjà le joueur il va vouloir y aller, c'est tout à fait légitime. Et toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir... Enfin, c'est une fierté, c'est utile pour attirer tes futurs talents de dire, tu viens chez nous 2 ans, derrière tu vas jouer la Ligue des Champions. Ah oui, ça peut faire aussi office de tremplin, ce qui a été certains clubs comme Paris, Marseille au début de la décennie. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, il y a aucun problème là-dessus. Là où je rejoins Brice, juste avant qu'on passe aux joueurs suivants, c'est qu'il a raison sur le fait que peut-être avec Ineos et cette arrivée-là, même si nous on réfléchit un peu toujours avec Sky comme il y a quelques années, mais peut-être que ils ont décidé de plus penser comme ça, malgré les grosses offres, malgré tout ce que tu veux. Après, on a pris des jeunes joueurs, je pense que c'est toujours le projet. Après, ça te permet de les garder 1 ou 2 ans de plus. Voilà. Après, peut-être qu'eux ils vont dire, on n'a vraiment plus besoin actuellement de ça. On croit en Attal quand il arrive, on le bétonne quoi. C'est peut-être aussi c'est là où je rejoins Brice, mais bon. Après voilà, comme tu as dit toi aussi, vous avez raison tous les deux dans ce que vous dites, parce que est-ce que actuellement sans Coupe d'Europe ou avec plusieurs barrages, si on les attrape avec de la chance, est-ce que tu peux te permettre de refuser une grosse offre s'il y en a une sur la table? Ouais, je sais pas. Moi je le garderai. Moi j'avais voté Locomotive, donc je le garde une 3e année volontiers. Maintenant, si Paris décide d'en faire son titulaire à droite et de nous lâche 30 millions, on va pas se mentir, on va pas dire non. Après, le truc, c'est que Attal, malgré tout,
même si la troisième saison, je lui souhaite pas, il reste une troisième saison, il se reblesse un petit peu, ou il a un peu des pépins. On va vendre 10 millions au lieu de. On en tirera toujours, j'allais même dire 15-20 millions. Quoi, voilà. Il a quand même une belle cote, c'est un latéral qui est très très rapide et tout, c'est recherché. De mémoire, c'est le plus rapide de la Ligue. Je crois qu'il avait été flashé quasiment à 35 km/h, un truc comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Monstrueux. C'est ça. On va passer au défenseur suivant, Patrick Burner, qui a été seconde classe, voté seconde classe à 69%, 10% pour la première classe et 21% à quai. Il y a quasiment 90% de personnes qui le veulent plus, quoi, en gros, si on fait le calcul. Donc après Burner, ceux qui n'ont pas vu les définitions, seconde classe, c'est un peu le mec. Ça nous dérange pas qu'il soit là, mais on va pas trop s'il joue pas, c'est mieux, quoi. C'est ça. Ouais, voilà. C'est un peu ça, quoi. Voilà, non, mais ça, après, par contre, Burner, j'ai trouvé un peu, j'ai trouvé bon. Après Burner, je suis pas un grand fan, moi, mais quand il joue, quand il dépanne, bon, déjà, il a dépanné souvent parce qu'on a eu souvent des pépins à ce poste-là. Quand il dépanne, c'est jamais le pire sur le terrain, même si c'est jamais le meilleur, mais après, voilà. Après, est-ce qu'il a le potentiel, le talent pour être numéro 2 actuellement dans l'équipe? Je sais pas. Sachant qu'il y a Wagué, sachant que si tu veux garder Attal, il y a Wagué, tout ça. Il y a du monde à ce poste, quoi. Voilà, moi c'est un peu comme comme pour le poste de gardien. En fait, c'est si tu te retrouves que Attal part et que tu lèves pas l'option d'achat de Wagué, tu vas peut-être pas recruter deux latéraux droits. Et du coup, t'es content, tu mets de la thune sur un, et t'es content d'avoir Burner en backup. Voilà, c'est ça. Voilà. Si tu décides de garder Wagué, de garder Attal, Burner, déjà, son temps de jeu, il va être nul. Et en plus, t'as deux mecs qui ont plus de potentiel que lui. Je dis pas que Wagué, aujourd'hui, est meilleur, mais en tout cas, il a plus de potentiel. Et ensuite, moi, je me dis, pour sa carrière à lui, est-ce qu'il a envie d'être backup dans un bon club et peut-être demain un très bon club, on l'espère avec le projet Ineos, ou est-ce qu'il a une autre ambition et il a envie plutôt d'aller se faire des saisons à 38 matchs moi je pense qu'il a largement le niveau pour aller être titulaire en Ligue 2 dans un club qui joue la montée ou en Ligue 1 dans un club qui joue le maintien. Voilà, ouais, dans un promu. Ça. Je pense que dans un club de la deuxième partie de tableau en Ligue 1, il aurait sa carte à jouer. Mais est-ce que lui, il a envie de s'installer titulaire et de jouer plus de 30 matchs par saison? Parce que moi, je trouve que sur dernière saison, la question d'un prêt a rarement été évoquée. Bon, après, on n'est pas dans les coulisses du club et je suis pas son agent, donc je sais pas tout, mais personne n'a évoqué l'idée d'un prêt. Lui, il répond toujours présent. Ça, c'est une qualité. Tu l'as dit, Cédric, à chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a jamais été le meilleur, mais il a fait le taf, globalement. Moi, je le trouve de moins en moins bon. C'est un peu la dynamique négative, descendante qui m'inquiète un peu. Mais je pense qu'il a plus 20 ans non plus, donc sans être vieux, c'est peut-être le moment de sa carrière pour lui d'aller essayer de jouer des saisons pleines. On va passer maintenant à Wagué, Moussa Wagué, on en parlait là tout à l'heure. Moussa Wagué qui est seconde classe pour 45% des votants, première classe 33% et qui resterait à quai pour 18%. Ah, c'est serré, hein. C'est mitigé pour Wagué. Wagué, bon, il a 2 passes décisives, hein, même si c'est 2 passes décisives un peu dégueulasses, faut avouer. Mais c'est quand même 2 passes décisives. Ouais. Mais je sais pas, bon, du peu qu'on l'a vu, moi, honnêtement, si je parle que sportivement, c'est pas ouf. Je le trouve pas ouf, en fait, dans tout ce qu'il montre. Mais bon, après, comme on dit, il a 2 passes décisives, il a été efficace. Mais c'est pas ouf sportivement. Je sais pas si perso là il est prêté 6 mois lui du coup, c'est ça? J'ai plus en tête. Non, je crois qu'on a l'option jusqu'à Ah oui, on a une option plus longue et le Barça peut le racheter. Plus longue, ils ont une option de rachat, mais en plus on va se poser la question du prêt, Ouais, c'est ça. Mais avec avec le nouveau mercato et tout, mais le truc c'est qu'on l'a vu 6 matchs à Barcelone. Voilà, ouais. Et nous on l'a vu 5 matchs, quoi, dont des matchs où il a joué 1 minute, tu vois, donc il a fait quoi? Il a fait 2 matchs titulaires, non? 2 ou 3? Il a fait 2 matchs titulaires, les 2 derniers, et il fait 2 passes décisives. Donc ok, elles sont un peu dégueulasses et tout, et on n'a pas vu un truc fou, mais le gars il a joué 2 matchs pleins, parce que je regarde Transfermarkt en ce moment, mais les 3 matchs d'avant, il a joué 1 minute, 3 minutes et 14 minutes. Donc en fait, en vrai, il a fait 2 matchs, tu vois. Non, mais on sait qu'en plus au Barça, comme il a dit Brice, il a joué très peu. Forcément, on peut mettre ça aussi sur le compte qu'il manque de rythme, tout ça. Donc, bien sûr.
Moi, je comprends que ce soit seconde classe qui soit arrivé en tête, parce que difficile de se prononcer, donc ouais, le coup, il reste, c'est bien. Mais je pense qu'il a pas montré qu'il était spécialement nul pour tout de suite le redégager. Après, ça va être la question contractuelle encore, quoi. Tu penses que c'est vraiment juste sportivement, on parle pas d'âge, on parle pas de rien du tout. Sportivement, c'est meilleur que Burner pour toi? Oui, moi, honnêtement, je pense que sportivement, c'est pas moins bon. J'ai vraiment du mal à te dire que c'est meilleur parce qu'on l'a vraiment pas vu. Mais il m'a pas semblé forcément moins bon techniquement et tout. Et il a déjà été décisif. Et en plus, tu peux suspecter qu'il a une marge de progression. Moi, le problème de Burner, c'est pas qu'il est mauvais ou quoi. C'est que ça fait déjà 3 saisons qu'on le voit régulièrement jouer. Et j'ai pas l'impression qu'il s'est amélioré, en fait. Ouais, il y a pas beaucoup de progression. C'est ça, il y a pas de progression. Burner, il aurait débarqué dans le groupe cette année, on aurait dit c'est un jeune intéressant, comme on avait dit la première saison où il était là, il avait des pannes à droite, à gauche et tout, c'était le bon soldat et c'est pour ça qu'il est resté, il a capitalisé là-dessus. Là aujourd'hui Burner, il joue pas, c'est moyen, c'est pas mauvais, mais ça progresse pas. Moi je pense qu'il faut qu'il aille de l'avant et que le G6 aille de l'avant aussi sans lui. Wagué, peut-être que ça sera jamais meilleur que Burner, c'est possible, mais bon, tu l'as vu 3 matchs. Il a le droit de jouer 6 mois avant de l'enterrer. Il faut pas oublier juste un truc, c'est qu'il est international sénégalais, qu'il a joué la Coupe du Monde 2018 aussi, Wagué. Donc c'est 18 sélections, donc ça laisse plus prometteur que Burner, par exemple, tu vois. Bien sûr. Sur le papier, évidemment, le mec qui vient du Barça, il est international. Et puis même le peu qu'on l'a vu, voilà, il a 2 passes décisives. Tu dis qu'il il a gagné le droit qu'on le voit sur une dizaine ou une quinzaine de matchs. Juste bien ça. Sûr. Tu vois. Après, bien sûr. Peut-être que ça sera un énorme flop. On verra à ce moment-là, mais qu'on le voit un peu jouer. On va passer à Christophe Herrel maintenant. Vous avez été 58% des votants à voter pour la première classe, 29% seconde classe et seulement 10% pour la locomotive, alors que c'est aussi mon chouchou sur MPG. J'ai voté locomotive, rien que pour ça. Christophe Herrel, qu'est-ce que vous en pensez, lui, de ce joueur? Herrel, moi, j'aime bien. Ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il apporte une touche un peu guerrière en fait dans cette défense. Dès que ça part un peu, qu'il faut un peu envoyer des taquets, il est là, quoi. Ça manque un peu dans l'équipe. Donc, quand on a des joueurs comme ça, je trouve que c'est bien. Après voilà, pareil, il a fait des très très bons matchs. Il a fait des matchs où il était un peu moins bien, mais à l'image de toute l'équipe. Après, on l'a vu quand même faire des matchs très solides. Hein. Et puis il est niçois, il y a tout ça qui rentre en jeu et tout, mais moi je l'aurais presque. Il est niçois, quoi. Ouais, moi je l'aurais presque mis dans les locomotives, RL. Je sais pas, sachant que Dante il est vieillissant à côté, que voilà, moi je l'aurais presque mis en locomotive, RL. Après, locomotive, c'est vrai qu'on n'a pas, du coup, j'ai même pas cité ce que c'était à chaque fois. Locomotive, pour moi, c'est vraiment les leaders techniques qui ont déjà le niveau de la future équipe Ineos qu'on fantasme. Que technique? Et Red, il a fait des. Que technique? Que leader technique pour toi? Des leaders. Mais après, c'est vrai que c'est un leader tout court. Ça peut être un leader sur le terrain, voilà. Moi, RL, je suis partagé dans le sens où c'est un battant, il est niçois, je pense qu'il a effectivement ce profil où il peut l'ouvrir. Maintenant, est-ce que je me demande sur sa marge de progression ce que c'est. C'est un joueur qui, même s'il est pas tout jeune, il est assez, il a pas encore non plus plusieurs saisons de pleine en Ligue 1 parce qu'on le chope à 27 ans, il avait une seule saison avec 3 en Ligue 1. T'es pas déçu, mais est-ce que pour toi demain il est censé être dans le 11 titulaire, ou est-ce que tu prétends pas à mieux, parce qu'on le verra, et moi c'est ce que quand j'ai fait la tier list tout à l'heure visuellement, c'est ce qui m'a fait rire, ce qui m'a fait réfléchir, on va dire, c'est que on s'est beaucoup plaint de la défense cette année à juste titre parce qu'elle a pris l'eau. Tu as beaucoup de monde sur les réseaux sociaux et je pense qu'on peut être d'accord avec Cédric sur le fait que il nous faudrait peut-être recruter un patron en défense. Mais tu as les 5 défenseurs centraux de l'effectif qui sortent en première classe. Donc ça veut dire en joueur à garder indéboulonnable. Donc en fait, si tu gardes tes 5 défenseurs centraux, t'as pas besoin de recruter à ce poste-là. Et ça veut dire que tu repars avec une défense, après selon les préférences. Ça a été une faillite. Pourtant, c'était une faillite. Donc ça veut dire que tu vas partir avec une défense d'anté-RL. Moi, je dis pourquoi pas, parce que on peut dire que c'est parce que les latéraux sont défaillants que du coup, t'as perdu en sérénité dans la défense et tout.
Mais voilà, donc ça veut dire que ton ambition sportive dans la prochaine équipe Ineos, c'est d'avoir une défense centrale Dante Erel. Pour moi, ça peut suffire à jouer le top 5 en Ligue 1 si derrière t'as un bon gardien et que t'as des bons latéraux sur le côté. Mais tu fais pas une campagne européenne. Tu fais pas une campagne européenne avec ça. Je suis désolé, mais c'est très léger. Hein. Moi, je trouve qu'on a souvent tendance en France, et je m'inclus dedans. Hein, je n'attaque pas j'aime pas trop le French bashing en général, mais je trouve que quand on parle de Ligue 1, on a toujours, et je viens de m'en rendre compte moi-même par abus de langage, de dire ok, tu peux jouer l'Europe dans le sens où tu peux jouer les places européennes, le top 5 en Ligue 1. Sauf que comme tu le dis, Brice, de jouer la qualif européenne et faire une campagne européenne, c'est un niveau mais qui est complètement différent. Et on l'a dit dans les dernières émissions, tu vois en fait les équipes françaises en Europa League, comme elles se font régulièrement retourner par tous les orifices, ça dit quelque chose du niveau de notre championnat. Donc si tu me dis est-ce que Dante ou est-ce que RL, puisqu'on parle d'RL là pour l'instant, c'est du niveau à jouer le top 5 de Ligue 1, je te dirais oui. Est-ce que c'est du niveau d'aller en 8e ou en quart de finale d'Europa League, pour parler que de l'Europa League? Non. Mais du coup, vu que bon, sans parler de Dante comme t'as dit, parce qu'on en parle après, mais si tu dois en jeter un des deux là, entre Dante et RL, tu jettes RL du coup, malgré Dante vieillissant et compagnie. Je suis même pas sûr, parce que en plus, moi, je suis toujours partisan et si on parle surtout Twitter de ce poste de défenseur central, on a tendance à dépouiller en fait la troisième place en défense centrale. Donc en fait, moi, tu mets des jeunes derrière, ok, mais les jeunes, ils ont pas tout de suite le niveau Ligue 1, ils ont même pas tout de suite le niveau européen, même si on va avoir cette ambition. Et Rennes, je le verrais bien rester au club comme, tu vois, bon joueur de club. Tu prends un gros titulaire en défense centrale et à côté de lui, tu partages entre Dante et RL selon les disponibilités et les formes du moment. Parce qu'il va avoir le niveau, il va se mettre au niveau de la personne qui va être à côté de lui, il va être un peu plus dur sur l'homme si il a un relanceur court à côté de lui de niveau européen. Mais est-ce que Dante et RL, eux, ils se suffisent à eux-mêmes? C'est là où je suis moins sûr. Donc j'en jetterai pas spécialement un des deux, mais je pense qu'il te faut un défenseur central qui a de niveau européen, Dante et RL qui ont le niveau Ligue 1 et un jeune. Et là, alors qu'aujourd'hui, en fait, tu as 5 défenseurs centraux un peu du même niveau, quoi. Ouais. Il te faudrait un défenseur central meilleur que tout ce qu'on a actuellement, en fait. Bah, il te faudrait le Dante que tu as eu il y a 3 ans, en fait. Voilà. Il faudrait faire ce niveau de recrue-là, le Dante d'il y a 3 ans, auquel tu associes un bon joueur de Ligue 1. À l'époque, c'était Sarr qui s'était mis au niveau, ou Bass. Après, par exemple, voilà, l'exemple, c'est refaire la charnière Dante-Bass. Aujourd'hui, Dante, c'est du niveau, ou RL, c'est du niveau Bass de l'époque, bon joueur de Ligue 1, et il faut que tu mettes un taulier à côté. Exactement. Donc, tu gardes RL, mais moi, les 5 défenseurs centraux, individuellement, tu vas voir, on va tous dire à chaque fois, il faut le garder parce qu'il a le potentiel 2, mais en fait, t'as pas de quoi faire une charnière titulaire avec. On va continuer avec un pur produit niçois, c'est Andy Pelmar, vous l'avez voté à 50%, première classe, deuxième classe pour 37% des votants. Et Locomotive, 8% seulement, Andy Pelmar, pur produit niçois. Je pense que c'est quand même un bon petit gars d'avenir qu'il faut garder, comme disait Sky, parce que voilà, dans la vie d'un groupe, il te faut aussi ce genre de joueur-là pour jouer les coups, pour faire souffler ton équipe. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur ? On l'a vu quelques matchs, il a montré un certain potentiel, ça n'a pas toujours été parfait, mais bon, les jeunes joueurs font des cagades, c'est normal, hein. Enfin, ça fait partie de l'apprentissage, c'est ce que nous disait Gabriel l'autre jour dans l'émission sur Amavi, hein. Ça va te coûter des points, mais c'est l'apprentissage du haut niveau. Pelmar, moi, je trouve qu'il a montré de quoi mériter de rester dans la rotation plusieurs saisons à Nice. Pourquoi pas jouer les coupes, comme tu disais, Brice, et puis voir s'il développe un potentiel suffisant pour s'installer comme titulaire chez lui. Pelmar, ce qui est bien, c'est qu'il est polyvalent. Il peut jouer. On l'a vu jouer quasiment à tous les postes de la défense. Il a joué sur les côtés, il a joué dans l'axe. Le truc, c'est que si je me souviens bien, il est pas très grand, Pelmar. Le problème, c'est un peu ça, moi, je trouve. C'est que quand physiquement, on l'a vu 2-3 fois dans des matchs où il a un peu explosé. Physiquement, c'est un jeune joueur à ce poste-là, il peut vite prendre 10 kilos de muscle aussi. Donc. Ouais, voilà, parce que je crois qu'il fait même pas 1m80, tout ça, donc il a pas vraiment le profil du beau bébé défenseur central moderne. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça qui me fait peur. Après,
Après, il a un vrai bon potentiel. À part, comme tu as dit, il a fait quelques cagades, mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Mais après, Pas plus que n'importe quel jeune joueur. Voilà, c'est ça. Il a fait des bons matchs. Il a montré qu'il était là. Et non, voilà. Dans la rotation, un mec comme Pelmar, c'est parfait. Hein, voilà, c'est un pur produit de chez nous, donc dans la rotation, aucun problème. Eh ben, on va continuer avec un autre produit du centre de formation, c'est Malang Sarr. Malang Sarr, 21 ans, vous l'avez désigné première classe pour 52% des votants, 17% pour la locomotive et 18% pour la seconde classe. Tu vois, lui, par contre, pour le coup, moi, je l'aurais mis locomotive. Il est issu de la belle saison quand même, 2016-2017. Il fait ses matchs, certes, c'est 21 ans, c'est encore fougueux, mais c'est pas mal quand même. Moi, c'est horrible, mais j'ai voté Ake. J'ai voté Ake. On va s'arrêter là, merci. Et je sais déjà qu'il y a certains auditeurs, auditrices qui sont en train de me pourrir la gueule, là, tu vois. Mais ils sont outrés. C'est un super mec, c'est un Niçois, c'est lui qui aurait dû devenir le capitaine de l'OGC Nice, je vais pas dire le Maldini de l'OGC Nice, mais je suis pas loin de le penser, tu vois. Le problème, c'est que déjà, le club a pas fait en sorte sportivement de l'installer au poste qui est le sien, défenseur central, au lieu de le balader, on l'a pas protégé. On l'a pas protégé. Contractuellement, on l'a pas protégé. Il est en fin de contrat, et donc il y a des petites questions. Est-ce que son contrat est vraiment en fin maintenant ou en 2021? Mais à la limite, ça change pas grand-chose parce que même s'il a encore un an de contrat, c'est maintenant que tu dois le vendre si t'as pas réussi à le prolonger. T'as des gros clubs européens sur lui. Moi, je dis, on l'a pas protégé. Je vais limite te dire qu'on l'a pas respecté, même si bon, c'est un jeune joueur. L'institution OGC Nice lui doit pas la vie non plus, mais je trouve ça dommage pour un mec du cru qu'on n'y ait pas accordé davantage de temps et de crédit. T'as Mönchengladbach, le Red Bull Leipzig et des clubs de ce niveau-là qui sont en train de taper à la porte ou nous le Napoli parce qu'il est dispo et que ça peut être un jeune prospect intéressant. Moi, je suis lui, j'y vais déjà, et je suis l'OGC Nice. J'ai pas compté sur lui avant. C'est pas maintenant que je vais. Ou alors, ça veut dire vraiment que tu triples son salaire et que tu lui dis t'es le capitaine de l'OGC Nice Ineos et on t'installe en défense centrale. Sauf que défense centrale, on en a parlé juste avant. C'est une équation à 5 inconnus où t'as plein de mecs qui ont à peu près le même niveau, mais qui n'ont pas le niveau d'être le taulier. Donc lui, entre le fait qu'on l'a pas trop protégé et qu'il arrive en fin de contrat, je pense que c'est un peu le partant naturel. Et en plus, lui, pour sa carrière, ça sera mieux. Moi, Sarr, ça me frustre en fait parce que déjà j'adore le bonhomme, j'adore le joueur. Comme on l'avait dit dans une émission précédente, on s'attendait tous à le voir s'installer comme le Maldini de l'OGC Nice. Hein, moi je dis Ake, mais je suis dégoûté. Hein. C'est pas. Bien sûr, non, mais c'est ça, voilà. Mais malheureusement, je pense un peu comme Sky. Je pense que on en parlera après, mais en plus avec l'arrivée d'Ensoki qui est un profil relativement similaire, je pense que malheureusement on n'a pas prévu de le prolonger, à mon avis. On a du monde en défense centrale et on a du monde moyen, on va dire, en défense centrale. Alors, on a besoin de joueurs meilleurs. Et Sarr, Sarr, on l'a baladé à gauche, on l'a baladé un peu partout. On a rien fait pour l'installer à un poste qui était là où il était bon. Il y a 3 coachs qui sont passés, les 3 coachs qui l'ont un peu cramé entre guillemets, si on peut le dire comme ça. Et c'était la caution médiatique et niçoise plus qu'un joueur sur lequel on comptait, quoi. Je sais que c'est pas la même époque, mais quand tu vois le temps qu'on a passé à former, à valoriser un mec comme Jordan Amavi, et avec le succès qu'il a aujourd'hui, et bon, malgré le fait que ce soit à l'OM, on est content qu'une jeune pousse ait pu s'éclater, connu une convocation en équipe de France et tout. On lui a passé beaucoup de choses. En fait, Sarr, j'ai l'impression qu'il n'a pas eu droit au même. Je sais pas si c'était un traitement de faveur, mais il n'a pas eu droit au même traitement. Même en parlant d'époque. C'est pas le même staff. C'est pas le même staff. C'était pas la même période. C'est pas la même époque non plus, mais bon. Mais si tu veux parler de la même époque, t'es censé un peu le valoriser. Mais si tu veux parler de la même époque, je trouve qu'on a par exemple le club, il a été plus patient avec un mec comme Pléa par exemple qu'avec un mec comme Sarr, qui est de la même époque. Hein. C'est pas le même poste tout ça, mais c'était le même effectif, la même équipe. Et Pléa, il a eu des passages quand même où il a été beaucoup critiqué. Le club l'a beaucoup soutenu à raison parce qu'au final il part pour très cher et il fait une super saison à Gladbach. Mais on a moins, je trouve dès que Sarr a commencé à être moins bien, on l'a vite mis sur le banc, on l'a vite mis de côté.
Moi, de toute façon, juste après on passe au suivant, hein, mais je vais revenir à cette situation contractuelle. C'est je veux dire, c'est une des figures de proue de ton projet, enfin de l'OGC Nice, un des joueurs les plus appréciés par les supporters. Il est formé au club, il y a un street park à son nom dans la ville. Il vient de tes quartiers et tout. Il a été titulaire quand on est champion d'automne. Et tu te retrouves à te dire, le mec est en fin de contrat. C'est que t'as pas compté sur lui. C'est pas normal déjà. C'est le genre de mec. Qu'est-ce que ça te coûte de prolonger Malançard? Je suis désolé, c'est sûrement pas le joueur qui va te dire, ok, moi je veux 50 000 ou 100 000 euros de salaire mensuel pour prolonger. Je veux dire, ça te coûtait rien de te dire, on te prolonge de 3 ans, comme ça on a le temps de voir venir et tu le laissais partir. À terme, ça va vraiment le laisser partir. Rien que sa situation contractuelle et te dire que c'est l'été dernier Gauthier Gannet qui a dû proposer une prolongation, donc qui a été refusée. Maintenant, le joueur, c'est normal, il est 1 an de la fin de son contrat, il joue pas, il se dit, attends, moi, j'ai des gros clubs qui sont intéressés, je vais peut-être pas me presser pour signer. Rien que la gestion de son dossier, pour moi, ça veut dire qu'on comptait pas sur lui. Moi, il y a un truc qui m'avait fait un peu tilt aussi avec ça, c'est que je sais pas si tu te rappelles les awards de cette année là, comme le club fait chaque année oui. les awards, c'est que t'as l'impression qu'il est par contre super respecté dans le vestiaire. Ça, même Dante quand il en parle et tout, c'est le meilleur pote de Dolberg en plus. Et puis voilà, et puis ils en parlent un peu comme un patron quand il parle, il s'impose. Quand même un mec comme Dante qui a quand même de la bouteille, qui a dû voir passer un peu des mecs qui en avaient, tu vois. Et quand il te parle de ça, il te parle comme d'un patron, quoi. C'est ça en fait. Tu te dis merde quand même. Moi je trouve que c'est du gâchis. Mais bon, voilà, on verra s'il reste ou pas, mais j'ai aucune illusion là-dessus et c'est du gâchis. On va passer à Dante. Première classe pour 39% des votants. Locomotive pour 29% des votants, c'est serré là aussi. Et seconde classe pour 22% des votants. Dante, vous l'avez voté dans quelle classe? Ou locomotive peut-être? Première classe. Première classe. Moi, Locomotive, ouais. Moi, j'adore Dante déjà, même si cette année, on sait qu'il est un peu moins bien à l'image de l'équipe. Mais je pense que ça y joue. C'est un joueur qui apporte beaucoup sur le terrain, par sa qualité de passe, tout ça. Je pense qu'il a besoin d'être dans une équipe qui a beaucoup le ballon. Parce que quand il subit, forcément, tu sens qu'il a 36 ans, le gars. Mais voilà, pour moi, Dante, je pense qu'il faut qu'il reste encore, forcément. Qu'il fasse ses 15-20 matchs comme on en parlait, et puis de toute façon, je pense qu'il a une reconversion au club qui est préparée. Je sais pas trop dans quel domaine, mais voilà, je pense que c'est prévu comme ça, c'était prévu comme ça quand il a prolongé. Voilà. Mais pour moi, c'est un taulier, il doit rester sur le terrain et voilà, lui mettre, voilà, comme t'as dit tout à l'heure, Sky, lui mettre un vrai bon mec à côté, peut-être un peu mobile, tout ça, parce que forcément Dante il est moins mobile, hein, donc peut-être un vrai bon défenseur, un peu mobile, un peu agressif. Et lui qui est plus dans la gestion pour distiller un peu à droite à gauche. Voilà, je pense que c'est ce qu'il lui faut et moi j'ai mis première classe pas Locomotive parce que je pense pas que ce soit un mec qui, enfin, comme tu dis, 15-20 matchs c'est bien, très important on l'a pas dit, mais pour l'expérience, parce que c'est pour aujourd'hui un peu le seul joueur d'expérience qu'on a dans l'effectif. Voilà, pas Locomotive parce qu'il va pas se faire refaire de saison à 38 matchs. On demande à être surpris, mais je pense pas qu'il ait le niveau aujourd'hui pour faire 38 matchs plus la Coupe d'Europe, tout ça, mais indispensable à l'OGC Nice dans le projet, dans le vestiaire. En plus, bon, c'est humainement un mec qu'on adore, qui s'est vraiment adapté à l'OGC Nice, qui a respecté l'institution, alors qu'il il a connu des institutions bien plus fortes, le Bayern, notamment avec le Bayern, voilà. Donc le mec, il aurait pu venir en pré-retraite, on aurait tous compris, mais non, je pense qu'il a vraiment valorisé le club à l'international. Il a même valorisé auprès des Niçois. Je pense qu'il a appris à certains joueurs et à certains supporters ce que c'était de respecter un club aussi. Donc indispensable de le garder. Et la preuve, on voit dans les résultats, t'as 10% des gens qui veulent le débarquer. Donc on verra le nombre de matchs et sportivement à quel niveau il sera dans les 2 prochaines saisons, mais il faut absolument le garder. Ça, c'est sûr. Rien que pour l'expérience dans le vestiaire, le fait de dire il y a Dante qui joue encore à Nice, donc les joueurs vont pouvoir se dire il y a quand même des mecs qui sont passés par le Bayern, qui ont une expérience, qui ont gagné la Ligue des Champions et qui passent à Nice, etc. C'est énorme d'avoir une carte de visite comme Dante dans son club. On va continuer avec Gauthier Lloris, hacké pour 83% des votants. Je pense que là c'est un score sans appel, 16% pour la seconde classe. Et aucun vote pour la Locomotive. 1% pour la Locomotive.
Ouais, je sais pas. Ouais. Non, mais ouais, Lloris, c'est déjà depuis qu'il titille le groupe pro en stage d'avant-saison, tout ça. Il est 4 saisons, 5 saisons. Enfin, il est énormément blessé. Il est énormément blessé déjà, mais énormément. C'est malheureux pour lui, hein. Parce que là, cette année, on l'a un peu vu en début de saison, on l'a vu à Rennes, tout ça, là, un truc comme ça, si je me rappelle bien. Il n'y avait pas la stat comme quoi il avait plus joué au mois d'août de cette saison que durant genre les 3-4 saisons d'avant à l'OGC Nice. Enfin, là, cette année, les matchs qu'il a joués, il est pas mauvais, hein. Il fait des matchs corrects, même les matchs amicaux qu'on l'a vu, tu te dis pas, c'est une chèvre et il a rien à faire sur le terrain. C'est pas mauvais, mais voilà, il est là depuis une éternité, il est blessé chaque saison, il est blessé 80% de la saison. C'est compliqué, il s'appelle Lloris, il est de Nice, il est là depuis toujours, mais je pense que là c'est leur temps séparé, hein, je pense. Pour moi, c'est un peu une énigme, un peu comme Burner, mais dans un degré différent. Il était parti en prêt, je crois que c'était au Gazélec Ajaccio qu'il était parti. Il avait fait une demi-saison pleine, il avait joué ses 15 matchs. Tu te dis, ce mec, il accepte de rester à l'OGC Nice où là c'est parce qu'il y a eu cascade de blessures qu'il a joué 3 matchs au mois d'août, mais tu te dis ce mec a pas d'ambition dans la vie dans sa carrière de joueur pro. Il a le niveau de jouer, allez, si c'est pas en Ligue 2, et je pense que potentiellement en Ligue 2 oui, mais il aurait bien le niveau de jouer en national, tu vois, ou de faire des saisons. Donc soit il se dit je sais que mon corps ne me permet pas de faire des saisons pleines. Du coup, je suis bien à l'OGC Nice où j'ai, je sais pas quel salaire il a, mais où j'ai un salaire qui tombe tous les mois. Je risque pas de me retrouver sans contrat et de terminer ma carrière. C'est une possibilité. Et puis t'es chez toi, quoi. Voilà, et puis t'es chez toi, effectivement. Ou alors, ça veut dire que le gars a pas d'ambition de carrière, quoi. Il est pas prêt à aller jouer en national. Déjà, il y en avait des clubs dans la région nationale où il pouvait rester pas loin. Je lui dis pas de s'expatrier, je dis pas d'aller jouer en D2 Roumanou, quoi, tu vois. Mais t'as pas l'impression qu'il a envie d'autre chose que sa situation actuelle. Donc bon, c'est sûr que c'est pas ce qui coûte à l'OGC Nice qui met en danger le projet. En plus, il s'appelle Lloris, c'est sympa et tout machin. Il est d'ici, ça permet de parler de son frère et tout, mais voilà, je sais pas. Mais bon, dans tous les cas, oui, sportivement, je vois pas ce qu'il foutrait encore à Nice la saison prochaine. Ok, alors on va enchaîner avec Ibrahim Cissé, seconde classe pour 48% des votants, et score exact aussi sur Ake pour 48% aussi des votants. 3% ont voté pour la première classe et 1% a voté pour la locomotive. Cette personne devait être bourrée. Il est pas mauvais. Bon là, il est prêté à Famalicão du coup au Portugal, ouais. sans option d'achat, donc vraisemblablement il va revenir. Ouais. Mais c'est un peu c'est comme Pelmar et tout. C'est des jeunes que t'as vus qui sont pas mauvais en défense centrale. Tu les as vus 2-3 matchs. Mais t'as pas besoin de 15 jeunes en défense centrale aussi, quoi. Après, tu les collectionnes, quoi. Je veux dire, si tu gardes Dante, que tu gardes Erel, que tu gardes Ensoki, que tu gardes Pelmar, je préfère comme on a dit tout à l'heure, je préfère qu'on prenne un gros défenseur central titulaire qui va arriver, qui va être titulaire immédiatement, plutôt que collectionner 8 défenseurs centraux et voilà. Mais c'est pour ça que ta seconde classe qui sort, c'est qu'en fait c'est le mec, s'il reste pourquoi pas, ça te coûte rien niveau contrat, il est jeune donc il a le temps de passer 1 ou 2 saisons sur le banc ou en réserve, ça posera pas de problème. Mais ouais, t'as pas besoin d'avoir un cheptel de défenseurs centraux. Et Pelmar, on l'a un peu plus vu, donc je pense que pour les supporters et peut-être pour le club, Pelmar a un peu plus les faveurs pour avoir ce rôle du jeune défenseur que tu gardes en espérant le développer dans les 2-3 prochaines saisons. On va passer à Stanley Nsoki. 50% seconde classe, 38% première classe et 5% locomotive et 6% Ake. Nsoki, je pense que Nsoki, il y a l'attente aussi par rapport au prix qu'on l'a acheté. Il a fait quand même quelques boulettes quand il a joué. Bon, après, lui, c'est pareil. Hein. J'ai l'impression qu'on fait un SAR 2.0 avec lui. On le balade. Il est axial, on le met à gauche. Puis, tu vois, on fait un peu n'importe quoi avec lui. Donc, après, voilà. Faut pas oublier qu'il est jeune, lui aussi. Hein. Je crois qu'il a que 20 ou 21 ans. Il est très, très jeune. 21. Voilà. Après, on l'a payé 12 millions et demi, je crois. Donc forcément, il y a de l'attente. Il vient de Paris, tout ça. Voilà. Donc voilà. Mais pour moi, il y a aucune contestation. Il doit rester en tant que troisième défense centrale ou quatrième en fonction si t'en achètes un. Du coup, ça te fait du monde. Enfin, tu vois. Tu dis il est pas mauvais, il a fait des bêtes, mais on prend le temps, on le garde. Mais tu en disais pareil qu'on devait garder RL, qu'on doit garder Dante.
t'aimerais garder Sarr, même si on sait pas trop d'illusions, mais tu dois aussi garder Pelmar. Enfin, Moi actuellement je garderai Dante, Erel, Ensoki, Pelmar. Voilà, les 4 que je garderai et en fonction après voilà. Mais pour moi c'est les 4 que tu gardes. Après les autres c'est soit Sarr comme on l'a dit tout à l'heure, il restera pas. Ouais. Si Sarr reste après à la limite tu peux te débarrasser de Pelmar ou un truc comme ça. Tu vois peut-être c'est malheureux à dire mais peut-être. Bon, même si je le vois pas rester ça. Mais pour moi, les 4 à garder, c'est ça. Dante, Erel, Ensoki, Pelmar, on va dire par là. Ensoki, tu peux pas le faire partir vu le prix que t'as mis dessus. Puis en plus, ça serait couillon après d'une saison d'abandonner déjà le truc. Tu le gagnes un peu au duel avec Lyon, donc c'est quand même que a priori il y avait un potentiel. Même si on l'a pas trop vu sur le terrain cette saison, c'est vrai. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'en fait on l'a recruté un peu comme pseudo arrière gauche parce qu'on n'a pas fait d'Albert finalement parce que Vieira s'y est opposé, alors qu'il avait un peu le profil de Sarr, l'espèce de centrale que tu fais jouer à gauche ou axe gauche dans une défense à 3 mais que tu balades de poste en poste et quand t'es jeune ça aide pas vraiment à te faire des repères. Donc on l'a mis dans une position difficile tout de suite, de devoir justifier un peu le montant de son transfert parce qu'on commence doucement à s'habituer à faire des plus gros transferts avec notre nouvel actionnaire. Mais cette saison, en fait, on va partir avec encore moins de certitude l'année prochaine que quand il arrivait. Et c'est difficile pour lui, en fait, je trouve, de se retrouver dans cette position. Parce qu'il n'a pas gagné la place de titulaire, il n'a pas gagné une place de potentiel titulaire parce que tu le mets encore derrière Dante et Erel. En fait, tu vas te retrouver avec Ensoki, où tu sais toujours pas si tu le mets 3e défenseur central comme tu disais, si ça va être ta doublure à gauche, si tu arrives à retrouver un latéral gauche. Donc voilà, je pense pour ça que c'est seconde classe qui est sorti en premier, c'est que t'es un peu dans l'expectative, il va rester parce que contractuellement de toute façon tu vas le faire rester, mais t'es même pas emballé quoi. Ouais, voilà. Après, est-ce que le chouchou de Sky, Riza Durmizi, doit rester? Pourquoi son chouchou? Tu m'en parles très souvent de ce joueur. Très très souvent de ce joueur. Ouais. Je l'aime bien. Bon, lui, de toute façon, par contre, je crois qu'il est prêté que là 6 mois, je crois. Hein, donc, il y a une option d'achat, mais qu'on va vraisemblablement pas lever. Si on pose 6 millions sur lui, je me griffe le visage, hein, les gars, je vous le dis. Hein. C'est pas possible. Comme donc, 51% voilà, hacké, effectivement. Hacké, donc, je pense que 35% seconde classe, 13% première classe, et toujours ce 1% bourré qui vote pour Locomotive. 13% de première classe, donc t'as quand même 15% avec les bourrés de la Locomotive c'est quand même 15% qui se projettent avec ce mec. Non mais ce poste il faut arrêter de faire n'importe quoi, il faut un peu dégager entre guillemets ce que t'as là, Dormici qui est en prêt, Colli qui est prêté avec option d'achat en espérant qu'elle soit levée cette option et acheter un vrai titulaire au poste et arrêter de bricoler. Là tu t'es un peu exposé comme on a dit pour latéral droit et pour gardien, c'est qu'en fait t'as 3 mecs à ce poste dont aucun n'a le niveau d'être titulaire, sachant que Ensoki en plus c'est même pas vraiment son poste, donc t'es dans la situation où tu risques soit de continuer à cramer Ensoki en le faisant passer d'un poste à l'autre, soit de devoir recruter 2 latéraux gauche. Et pareil, c'est-à-dire donc je dois recruter 2 latéraux gauche, on verra avec Racine Colli après, mais peut-être que je dois recruter 2 latéraux droits aussi si Attal y a une grosse offre. Tu te retrouves à te dire là, et on a toujours envie de recruter un gros central, donc en fait je suis en train de me dire je dois recruter 5 défenseurs plus 2 ou 3 gardiens. Là en fait t'as déjà recruté 8 mecs juste pour la défense et tout, tu te dis mais ok, ah ouais, il y a une belle gestion quand même. Voilà, tu te dis, il y a eu un problème de gestion en amont, et bon, on va pas revenir là-dessus, en plus on va nous accuser d'être anti-River ou je sais pas quoi encore, tu vois, mais tu te dis, là, c'est dans ces moments-là où tu sens que... Hubert n'est pas là, peut-être. Hubert n'est pas là, c'est vrai. Mais tu sens que tu as eu des gros problèmes de gestion sur ces postes-là à travers les années, et ça t'expose à la gueule maintenant. Riza Durmizi, bon, moi, il m'éclate parce que... le mec il râle tout le temps, il a un physique à venir au barbecue, donc ça a l'air d'être un pote quoi. Donc moi je l'aime bien, c'est le gars, il est en train d'engueuler ses coéquipiers alors qu'en fait il a fait un appel dégueulasse, mais la passe n'est pas arrivée dans les pieds alors qu'il a contre courant du jeu et il sert un peu à rien. Mais tu vois, contrairement à Moussa Ouagé qui même si c'était pas parfait, il a montré certains trucs, tu te dis allez, je veux bien le voir 6 mois de plus pour savoir si on lève l'option d'achat ou pas. En fait, Durmizi, on l'a vu 3 matchs, mais tu sais que tu vas pas lever l'option d'achat. Lui, c'est dramatique, c'est que ça a été tellement mauvais ce qu'il a montré, ou tellement insipide si c'était pas mauvais que, tu sais que tu te projettes pas avec ce mec, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est clair. Un peu compliqué le constat, mais tu as totalement raison, malheureusement. On va parler de Racine Colli maintenant. Racine Colli, vous en pensez quoi de ce joueur arrivé en 2017 depuis le club d'ailleurs de Mario Balotelli, Brescia? Ouais. Ouais, c'est recruté sur VHS le 31 août. C'est un délire, quand même. Tu l'as payé 3,5 millions. C'est Lucien Favre qui a mis limite sa démission dans la balance pour l'avoir et qui le fait jamais jouer. Enfin, c'est phénoménal. Ah ouais, non, mais lui, enfin, on le disait, la gestion du poste, elle est catastrophique. Mais alors, lui, ça a été la cerise sur le gâteau, quoi, quand même. Le mec, mais je pense que de tous ceux qu'on a cités à ce poste, enfin, tous, Sarr, Nsoki et Duarmidi, ouais. C'est celui qui a fait les meilleurs matchs, Colli. Bah, c'est le seul vrai joueur du poste aussi. Voilà. Mais le truc, c'est que c'est celui qui a fait les meilleurs matchs. Après, c'est un délire, ce mec, parce qu'en fait, il est complètement jeté, quoi. Enfin, si tu le suis un peu sur les réseaux sociaux, déjà, en arrivant, il s'est bâti une légende parce qu'il a ajouté des meufs entre 16 et 21 ans sur Instagram, qui a fait le hashtag OGC Nice pour leur parler en DM. Donc, déjà, il arrive avec la réputation de gros chacal, le mec. Il se faisait des stories où il mangeait devant les anges de la télé-réalité avec des pizzas qui couvraient de maillot et de ketchup et tout. Et il est possédé quand il récite du Shakespeare dans les vidéos du club et tout. Mais en fait, ce gars est une légende sans avoir montré quoi que ce soit sur le terrain déjà, quoi. Donc non, mais lui, ce qu'on espère tous, je pense, à Nice, ça même au club, hein, quand tu le balances à Famalicão avec une option d'achat, je crois, elle est hyper faible, l'option d'achat, non, elle est pas 1 million. 1 million et demi, ouais, j'allais dire. Ouais, donc en gros, il mène 1 million. 1 million, c'est le moindre mec qui vient de Ligue 2, il vaut plus que ça, quoi. Donc, je veux dire, en gros, on leur a dit, tenez, on vous l'offre, quoi. Prenez-le. C'est très payant, mais on vous fait une option d'achat. Donc, voilà. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, hein. Les votants, ils parlent d'eux-mêmes, j'ai envie de dire. 77%. Moi, j'ai voté ça aussi, donc. Ah, mais c'était pas toi, avec le regret de me dire. Non, c'est pas moi le bourré. Il y en a, il s'est chauffé, il a voté Locomotive pour tout le monde. Pour tout. Non, moi, je garde tout le monde. Mais le pire, tu vois, c'est que je suis sûr que s'il revient et tu le mets en doublure d'un vrai latéral gauche, c'est pas hyper déconnant. Mais arrête. Poste en vert, arrête. Okay. Arrête tout de suite. Ok. Non, faut recruter. Non, il faut qu'il s'en aille, il faut recruter. Mais c'est-à-dire qu'on recrute 2 latéraux. Ouais. Tu recrutes 2 latéraux gauche. Parce que moi, je dis, tu recrutes un titulaire et tu mets Colli, il joue 5 matchs dans la saison derrière. À mon avis, après, c'est pas déconnant, tu vois. Après, si tu recrutes un axial, Burner, par exemple. Si tu recrutes un axial, en sachant que tu vas garder, on va dire, Dante Herrel, comme on l'a dit tout à l'heure, Dante Herrel, Nsoki, Pelmar, on va dire, on part sur ça, et que tu t'en recrutes un 5e. Est-ce que Nsoki il fait pas ta doublure à gauche? Est-ce que ça va pas être ça? Je dis pas que c'est la bonne option. Ta doublure, elle a coûté 12 millions et c'est un mec qui est quand même plutôt défenseur central que. Ouais, mais est-ce que le club va pas réagir comme ça? Est-ce que le club va pas réfléchir comme ça? Ouais, mais le mec, tu le prends. Nsoki, tu le broies. Là, tu l'achèves. Enfin... Bah, tu fais une Sarr 2.0 comme ça. Ouais, voilà. Ah, ben c'est sûr que lui qui devait partir normalement à la Juve ou alors à l'OM. Ou à Lyon. Le mec, il va se dire, putain, là, je suis en train de me faire. Le mec, ça va être la doublure. Doublure axiale, doublure à gauche à Nice, quoi. Sans manquer de respect à Nice ou quoi. Tes doublures à la Juve, tu te dis, bon, t'es à la Juve, t'es doublure. Voilà. Tu pars pas du PSG pour ne pas jouer à Nice. Voilà, c'est ça. Je reste à Paris à ce moment-là. Après, attention, tu peux de temps en temps être la doublure sur certains matchs parce que l'équipe en face ne joue pas par rapport avec ton aspect de jeu, etc. Ça, c'est différent. Et il est jeune, je pense pas qu'il est venu et qu'on lui ait promis une place de titulaire indiscutable. Mais il faut qu'il y ait une progression qui s'installe. Là, si tu entérines le fait que le gars est doublure et pas à son poste, il va pas progresser et tu lui envoies le message de en fait, on compte pas sur toi. Là, l'année prochaine, si tu prends un mec à gauche, il faut que Nsoki, ça devienne la doublure de Dante parce que c'est le même, il est gaucher comme lui, c'est son poste, voilà. Il faut qu'il s'installe là parce que comme on l'a dit, Dante, il va jouer 20 matchs dans la saison peut-être, 15-20 matchs dans la saison, il va falloir qu'il souffle aussi. Donc Nsoki, il va falloir l'installer là, pas faire comme on a dit, la même chose qu'avec ça. Il faut l'installer là et voilà, et le faire progresser à ce poste. Parce que tu l'as payé quand même 12 millions et demi, tu l'as pas payé non plus, voilà. Dante joue 15-20 matchs, il va jouer 15-20 matchs lui aussi, et... Voilà. Très bien à son âge et dans sa progression. Là, ça sera
miser sur lui pour l'avenir. Ça serait la suite logique du truc, quoi. Sachant qu'en plus, il y aura, vous allez jouer sur 4 tableaux normalement, enfin je l'espère. L'OGC Nice va jouer. Ça serait le braquage de l'année, quoi. Voilà, 3, il n'y a plus de coupe de la Ligue déjà. Donc, oui, 3, excuse-moi, il n'y a plus de Coupe de la Ligue, c'est vrai, exactement. Il n'y a plus de Coupe de la Ligue, même si on n'allait jamais très loin en Coupe. Oui, mais bon, ça te donne l'expérience pour les jeunes. Mais 2 tableaux et peut-être 3. Peut-être 3, et sachant que le 3e, généralement, il y a une stat pour les parieurs sportifs qui est que quand tu as 3 jours ou moins de 3 jours de récupération et que tu as un effectif assez réduit, normalement c'est au minimum, putain, je vais y arriver, au minimum match nul, et sinon c'est la défaite. Ça c'est un truc de parieur sportif, c'est une statistique qui est sortie. Donc, autant garder des joueurs comme ça qui vont t'apporter un peu de souffle, qui ont du physique, pour éviter de tomber dans ce genre de stats, quoi, tu vois. Et j'irais même plus loin, sans même parler du fait que déjà le mercato va être un peu bâtard et bizarre avec la pandémie de coronavirus, tout ça. Tu dois recruter déjà à droite, à gauche, dans l'axe potentiellement et tout. Tu vas jouer si t'es qualifié en Europa League, tu dois jouer 3 tours de barrage. Donc face à des pantins les premiers tours, mais 3 tours de barrage quand même. Je pense que tu as intérêt à garder des mecs qui sont déjà depuis 1 an, même s'ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, et te dire, en attendant que je recrute mon titulaire à gauche, c'est bien d'avoir des gens qui ont quelques matchs dans les pattes et qui connaissent le club. Et de pas faire. Et peut-être qu'un Nsoki, le temps qu'il y ait un gros défenseur central ou qu'un gros latéral gauche arrive, il va faire les matchs références en début de saison ou en barrage en Europa League, et que ça va lui donner de la confiance et qu'il va petit à petit s'imposer dans l'effectif. Mais si tu décides que tu balances tout le monde et que tu fais venir que des nouveaux joueurs qui se connaissent pas, bah là, t'as toutes les chances de te faire sortir par le champion du Luxembourg. Là, c'est typique, ou par l'Apollon Limassol comme en 2013. Voilà. C'est typiquement le moment où tu risques de te faire tuer la qualif. Bah écoute, en tout cas, j'espère que ça n'arrivera pas si Nice va en Europa League l'année prochaine. On en saura plus d'ailleurs dans les prochains jours, comment ça va se dérouler. Déjà, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que là, aux dernières nouvelles, beIN et Canal+ vont payer ce qu'ils doivent, en tout cas par rapport aux matchs qui ont été joués. Donc de mémoire, Canal+ doit 41 millions au niveau des droits télé. Donc voilà, là, tout commence un peu à se décanter. L'UEFA qui met plus trop de pression au niveau des championnats pour obligatoirement les terminer. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer d'ici les prochains jours. Messieurs, merci beaucoup pour ce podcast. On reviendra bien pour le prochain podcast. On parlera des milieux de terrain. Et puis n'hésitez pas à toujours commenter avec Avanti Nissa. On est là avec vous, et on est là aussi avec Walter Ferretti qui va jouer la demi-finale dimanche. Tous derrière Walter Ferretti, les gars. Tous en rouge et noir. Voilà, c'est ça, on va sortir les écharpes et tout. Rouge et noir. Et s'ils vont en finale, et s'ils la gagnent, je vous jure, on fait un podcast sur Walter Ferretti. Putain, ça va être... Dans quoi on s'est embarqué, Cédric? Va falloir prendre une après-midi complète pour étudier là-bas, parce que c'est pas possible. Je suis chaud bouillant. Je suis bouillant. Ouais, toi, je sens... Toi, malgré tes 37 émissions, je sens que tu t'ennuies quand même. C'est ça, faut pas trop te chauffer en fait, quoi, parce que... écoute, il n'y a pas beaucoup de foot. Il y a quand même, les infos sont pas non plus énormes. Si on peut rigoler, avoir un petit fil rouge comme ça, un petit running gag, franchement, je prends. Mais c'est clair. C'est clair. Est-ce qu'on fait revenir Fabrice Abriel, qui avait l'air intéressé par cette idée la dernière fois? C'est ça, c'est clair. On va même créer une chaîne Twitch et on commentera... Non, je pars trop loin là. Mec, il achète des droits télé et tout, ça part trop loin. Là. Et après, je vais voter les locomotives à 1%, comme on a vu là tout à l'heure sur le tier list. Ça possédait le mec. Bon les gars, merci beaucoup. Et puis à très vite pour une nouveau podcast. Avanti Nissa, ciao. Merci à toi. Salut.